Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le jeudi 15 juin 2023 lorsque nous enregistrons cette émission et je suis en compagnie de Charles Gave. Et bonjour. Bonjour Charles. Alors comme on disait, là on commence à avoir des tenues de plus en plus légères. Il a été reçu à ses examens. Ah oui, j'ai été reçu à mes examens, une fois n'est pas coutume. Mais donc voilà, j'ai obtenu ma licence de droit, j'ai plutôt bien géré mon deuxième semestre, donc je suis content. Voilà, on a eu plutôt des bons résultats aux écrits, ce qui est pas forcément mon fort d'habitude. Alors, je voudrais commencer cette émission en parlant de Boris Johnson. Alors ce matin, une commission d'enquête parlementaire a conclu que Boris Johnson avait délibérément menti au Parlement britannique. C'était notamment par rapport à l'affaire du Partygate, c'est-à-dire que voilà, il avait organisé des soirées à Downing Street pendant le Covid. Alors moi je me dis déjà, est-ce que c'est véritablement scandaleux selon vous ? Et est-ce que c'est pas aussi un assassinat politique, simplement essayer de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas dans le jeu politique ? Alors, il faut savoir quelque chose de très important, c'est que dans la Constitution britannique, qui est non écrite comme chacun sait, mentir au Parlement, ça vous amène en tôle. C'est-à-dire, vous avez le droit d'être économe de la vérité, comme ils disent, mais vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'est pas. Or, Boris Johnson s'était un peu fait une spécialité de raconter des calembredènes, quoi. Et c'est même pour ça que j'aimais bien, parce qu'il disait des bêtises. Mais c'est d'une chose de dire des bêtises dans la rue, aux journaux, etc. Ça, personne ne vous dit rien. Mais si vous dites une bêtise au Parlement, vous êtes mort. Et donc, il a imposé toute une série de règles extrêmement dures pendant le Covid. Et il les a pas respectées pour lui-même. Et il a menti au Parlement. Donc, à mon avis, il aura du pot s'il ne fait pas de la tôle. Moi, j'ai un de mes très bons amis, qui est un garçon que je connaissais très bien, qui était le grand espoir du Parti conservateur quand j'étais en Grande-Bretagne, je vous l'ai peut-être raconté ici d'ailleurs, qui avait passé un week-end agréable à Paris, au Ritz, et ça avait été payé par le propriétaire du Ritz, qui était à l'époque un Anglais. Et il a dit que c'était pas vrai qu'il avait payé. On a prouvé au Parlement, il a dit que c'est lui qui avait payé, et on a prouvé que c'était pas lui. Il a fait 4 ans de tôle. Oui. 4 ans de tôle. Donc, si vous voulez, mentir au Parlement, c'est le crime impardonnable. Donc, c'est sans doute pour ça qu'il a démissionné il y a 2 ou 3 jours. Oui. Parce qu'on a dû lui dire qu'il allait être convaincu. Et donc, à ce moment-là, il était obligé de démissionner. Donc, il a démissionné avant d'être... Mais ça ne veut pas dire que ça va rester là, s'arrêter là. Ça veut dire qu'il peut être chopé. Et je dois dire que quelque part, moi, quand Boris Johnson, j'ai vécu à Londres quand il était maire de Londres, etc. Je l'aimais bien parce que c'était un peu un foutraque. Il était assez gai. Mais en tant que Premier ministre, ça a été un désastre. Ouais. Ça a été un désastre du début à la fin. C'est-à-dire qu'il a rien fait de ce qu'il avait promis qu'il ferait, il a fait tout ce qu'il avait promis qu'il ne ferait pas. Donc on a eu par exemple, il y a quelque chose qui était extraordinaire, c'est que regardez en Angleterre depuis 70 ans, vous avez les statistiques, quand les conservateurs sont au pouvoir, le poids de l'État dans l'économie baisse, quand les travaillistes sont au pouvoir, le poids de l'État dans l'économie monte. Oui. Et là, avec Boris Johnson, on a eu le poids de l'État qui montait comme une fusée. Donc c'était... Boris Johnson, c'était un gars qui se prenait pour Churchill et qui l'était pas. C'est vrai que c'était curieux ce mandat parce que effectivement, en fait, il a eu un agenda travailliste tout en étant. Il a étalé à fond sur tous les trucs travaillistes, dépenser de l'argent. Ouais, avec notamment le système de sécurité sociale. Enfin, il a rien réformé du tout. Il a commencé en disant on va faire comme les Suédois, on va rien faire du tout avec le Covid et hop, d'un seul coup, il est parti sur la folie comme on avait fait en France. Donc, je vous signale qu'en Suède, les dettes de l'État ont baissé pendant le Covid, quoi. C'est pour vous dire, ouais. C'est pour vous dire la différence avec la France. Mais la dette, et il a laissé l'Angleterre dans un état économique, mais effroyable, quoi, avec une dette monstrueuse. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi. En tout cas, voilà pour Boris Johnson. Je sais qu'il est assez populaire dans nos sphères. Moi aussi, j'aime bien le personnage. Mais c'est vrai que là-dessus, il a quand même pas assuré. Et effectivement, c'est extrêmement mal vu au Royaume-Uni de mentir au Parlement. Mais c'est pas mal vu, c'est que vous allez en tôle. Ouais.
Mais je crains pour lui la tôle. Hein. Ce qui est malheureusement pas le cas en France. Ça devrait être, alors il n'y en aurait pas au Parlement en France. Oui, au contraire, c'est même plutôt récompensé de mentir au Parlement. C'est considéré comme une œuvre d'art. Ouais. C'est une discipline olympique. Et alors pour rester en Grande-Bretagne, de son côté, on a Nigel Farage qui s'agite un peu. Je trouve ça intéressant parce que c'est un personnage qui, justement, après le Brexit, de manière très cohérente d'ailleurs, s'était dit, finalement... j'ai fait ce que j'avais à voilà, faire. Mon œuvre, c'était que le Brexit ait lieu en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni. Maintenant qu'il a lieu, je me retire quelque part. Et il revient un peu dans le champ politique, en tout cas dans le champ médiatique. Et alors dans une interview un peu récente, il estime, alors ça a été un peu surinterprété quand même par beaucoup de médias qui ont surinterprété en disant Nigel Farage dit que le Brexit a échoué. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit que le Brexit tel qu'il a été fait, tel qu'il a été conduit par les conservateurs, n'était pas son idée du Brexit exactement, et que donc en vertu de cela, effectivement, le Brexit a échoué, mais pas parce que c'est le fait de sortir de l'Union européenne qui a mis la Grande-Bretagne dans la panade, mais c'est parce que la manière dont ça a été fait ne correspondait pas forcément à sa vue politique de la chose. D'ailleurs, maintenant, il met en cause complètement le parti conservateur, hein, notamment avec en ce moment les bateaux de migrants qui arrivent en Grande-Bretagne. Donc, il s'en prend beaucoup à Rishi Sunak, qui justement disait qu'il allait arrêter les bateaux. Or, quand même, l'immigration en Grande-Bretagne a atteint sur l'exercice de 2022 le chiffre de 600 000 immigrés, ce qui est pas rien. C'est quand même 600 000 immigrés qui réussissent à passer le channel de façon irrégulière. C'est quand même extraordinaire. Il doit y avoir des réseaux qui sont montés de façon étonnante pour les faire rentrer par où ils rentrent, parce que c'est pas évident. Vous avez quand même, ils arrivent pas à la nage, quoi. Vous avez des bateaux, des trains, des trucs, quelque chose qui les amène. Je comprends pas. Normalement, ça devrait pas être très difficile d'empêcher les gens d'entrer en Grande-Bretagne. Oui, c'est vrai, mais après, le problème, c'est que même en dehors de l'Union européenne, ils sont tenus aussi par d'autres textes. Et malheureusement, ils n'arrivent pas, ou en tout cas, ils n'essayent pas, peut-être, de les renvoyer dans leur pays d'origine. En tout cas, cette politique migratoire n'a absolument rien à envier. Comment ils passent de l'Europe à la Grande-Bretagne, parce que là, ils peuvent pas passer à pied sous les tunnels, parce que ça marche pas. Non, oui, je comprends. C'est-à-dire que physiquement, transporter 600 000 personnes, je comprends très bien comment les gars arrivent très rapidement, je sais pas, d'Afrique du Nord en Italie du Sud, puis qui montent et puis qui passent en France. Bon, ça, c'est facile, puis. Mais là, il suffirait que la marine britannique se mette en face et arrête tous les bateaux, quoi. Ouais, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique, une fois de plus. Oui, il n'y a pas de volonté politique du tout. Il n'y a pas de volonté politique. Tous les 2-3 jours, les Anglais entendent parler de bateaux de migrants. Donc, pour le coup, ce sont des clandestins. Parce que sur les 600 000, c'est pas que des clandestins, il y a aussi l'immigration légale. Mais il y a quand même énormément d'immigration illégale qui continue. Ces clandestins, ils partent de bateaux illégaux, etc., mais ils partent de ports français. Il y en a qui partent de ports français, oui, bien sûr. Donc, je sais pas, mais enfin... Dès qu'ils sont en dehors des eaux françaises, la marine britannique peut les raisonner et les ramener en France. Enfin, je sais pas, il y a toute une série de choses. On a l'impression que tous ces États qui sont en Europe considèrent que tout le monde a le droit d'entrer chez eux, en quelque sorte, et qu'il n'y a pas une interdiction de principe. Donc ça pose des questions juridiques. C'est quel est le degré de force légitime qu'un État peut imposer à des gens qui veulent entrer chez lui illégalement? Normalement, l'État est souverain, quoi. Normalement, il décide. À l'évidence, il n'est pas. Ouais. À l'évidence, il n'est pas. Donc, ça pose une vraie question, c'est que les gens qui sont au pouvoir ont l'air de penser que, dans le fond, s'il y a des pays là-bas qui veulent venir chez nous, on ne peut pas les en empêcher. Ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher les invasions, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, oui, on en avait parlé la semaine dernière. En vérité, les États qui veulent absolument stopper l'immigration arrivent à le faire. Je veux dire, si le Japon, par exemple, était un pays très ouvert à l'immigration, il y aurait des centaines de milliers de personnes qui iraient immigrer au Japon chaque année. Parler d'aller de la Chine au Japon, c'est vachement loin. Ah, bien sûr. Ils n'iraient pas en bateau, oui. En tout cas, ils n'iraient pas à la nage, ils n'iraient pas. Donc, je sais pas. Moi, il y a quelque chose. C'est-à-dire que dans le domaine de la conscience des États, je le vois aux États-Unis avec le Parti démocrate, qui a l'air de penser que, dans le fond, ils n'ont pas d'autre choix que laisser rentrer tout le monde aux États-Unis. Tous ceux qui veulent rentrer. Et c'est ce qui se passe en ce moment.
Oui, mais ça change la nature de la population, ça change. Donc, il y a quand même. Ça pose des questions sur. Et puis, c'est contre la volonté des gens qui sont là. Donc, ça pose des questions presque de nature morale. C'est. Qu'est-ce que doit faire un État quand il est. Enfin, un homme d'État ou un chef d'État quand il est en face de ce problème? Bah, normalement, c'est son devoir de rendre possible ce qui est nécessaire politiquement. Oui, mais là, à l'évidence, ils considèrent que ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens d'arriver en Angleterre qui ont envie d'y venir. Ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de les arrêter. Peut-être que non, mais ils dire eux-mêmes que littéralement, ils pourraient le faire si vous voulez, mais ça serait pas moral. Oui, ce serait possiblement contraire aux droits de l'homme. Donc il y a un vrai problème là. Mais alors ce qui m'intéresserait véritablement, c'est que alors parfois on ne sait pas si c'est la raison ou si c'est le prétexte, mais effectivement, bon, même en dehors de l'Union européenne, par exemple, le Royaume-Uni est encore tenu soit par des conventions internationales, soit par la CEDH, et le gouvernement qu'ils n'ont toujours pas abandonné. Oui, qu'ils n'ont pas abandonné. C'est une drôle de chose, ça, parce que je vois pas pourquoi ils sont encore dans la Convention européenne des droits de l'homme alors que. Oui, en vrai, oui, un vrai Brexit, ça consisterait dans. C'est la première chose, ils auraient dû dire, bah, écoutez, nous, on sort de tous ces trucs-là, quoi. Oui, c'est logique. Je veux dire, c'est quand même le pays qui a inventé la Magna Carta, etc. Enfin, ils n'ont pas besoin de dire pour savoir ce que c'est le droit de l'homme. C'est ça, oui. On n'a pas inventé les droits de l'homme en 1950, quoi. Les Anglais les ont inventés avant un peu tout le monde. Donc oui, ils n'en ont pas besoin. Je pense qu'on peut être un État souverain, moral, etc., sans être dans ces textes-là. Et moi, ce qui m'intéresserait réellement, c'est que ferait un pays comme la Grande-Bretagne, justement, comme le Royaume-Uni, s'ils étaient en dehors de tous ces textes internationaux. Est-ce qu'à ce moment-là, ils essaieraient réellement, justement, de renvoyer tous ces clandestins de là où ils viennent? C'est très difficile de renvoyer les gens, parce qu'il faut savoir d'où ils viennent. En général, ils ont bouffé leur passeport, ils n'ont pas de papier d'identité, donc vous les renvoyer où, vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas si c'est un Soudanais, si c'est un... Bref, vous n'en savez rien. Donc renvoyer, c'est facile, c'est pas difficile, mais ce serait plus simple de ne pas les laisser rentrer du tout, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, il y a une solution qu'on utilisait dans le temps qui était de bonne... c'est quiconque s'approchait des côtes françaises, par exemple les pirates, etc. Bon, si on les attrapait, la marine, on capturait les marins, bon, très bien, et puis surtout on coulait le bateau. Oui. Si à chaque fois qu'on attrape des gars sur des bateaux, on coulait le bateau, au bout d'un certain temps, ça donnerait du boulot au chantier naval, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Bah, on a un énorme appel d'air, c'est-à-dire que soit quand l'immigration légale est énorme. C'est payé par des NGO. Oui. Tous ces voyages, très souvent, sont payés par des NGO qui sont des nouveaux trafiquants d'esclaves, quoi, qui font arriver les gens pour utiliser, pour nettoyer les roues. Oui, forcément. Tant qu'on les laissera arriver sur le territoire, ils continueront d'en envoyer d'autant plus. Et tant que ça restera un business justement très fructueux, ça continuera d'exister. Je pense que, comme toujours, c'est Gary Becker, qui était un grand économiste qui a le prix Nobel, qui avait fait des études sur la criminalité et la rentabilité. Et il disait qu'il n'y a pas de criminalité si c'est pas rentable. Ouais, là c'est très rentable. Et donc là, si il y a des tas de gens qui envoient ça, c'est 600 000 hommes, c'est qu'il doit y avoir des business extraordinairement rentables. Et des business extraordinairement rentables aujourd'hui, ça ne peut pas exister sans des comptes en banque et des transferts. Quand vous envoyez 100 € de votre compte, on vous demande pourquoi. Donc, dans le monde actuel, ça ne devrait pas être difficile de regarder les comptes des NGO qui payent pour ces trucs-là, de voir qui paye, où, etc. Et là, rien n'est fait. Ouais. Donc, vous avez cet univers des NGO, qui sont des nouveaux trafiquants d'esclaves, qui font plein de fric, toujours en se donnant bonne contenance. Et peut-être il faudrait on commence à s'intéresser d'un peu plus près à tous ces NGO pour voir un peu lesquels sont utiles et lesquels sont simplement des faces de criminalité, quoi. Oui, parce qu'en fait, évidemment, nous, on est... on pense qu'ils sont gentils, hein. Oui, on pense qu'ils sont gentils, et on pense qu'on les finance pour un but purement humanitaire. Or, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, on se dit, par exemple, une association comme SOS Méditerranée, on se dit, bon, voilà, on va leur filer de quoi avoir 2 ou 3 bateaux pour au cas où, si jamais on a des migrants qui se noient dans la Méditerranée, ils vont les secourir. Voilà, à ce moment-là, on devrait couler leur bateau. Voilà, on exerce à ce moment-là un devoir d'humanité en quelque sorte.
Or, la réalité est très différente, c'est-à-dire qu'évidemment, les passeurs, par exemple les passeurs libyens, sont en contact avec ces ONG. Bien sûr. Et donc, préviennent. Ils emmènent beaucoup trop de gens par rapport à la taille de leur bateau. Ils les emmènent à 50 km de la frontière, de la côte libyenne, 50 ou 100 km. À ce moment-là, ils se rencontrent sur un point justement de rendez-vous avec un bateau de SOS Méditerranée. À ce moment-là, tous les migrants vont sur le bateau de SOS Méditerranée et le bateau, à ce moment-là, accoste sur les côtes italiennes ou ailleurs, mais surtout italiennes. Par exemple à Lampedusa, qui est une petite île au large des côtes libyennes, etc. Parce qu'à ce moment-là, ils disent au moment où nous on a les migrants, le port le plus proche est un port européen. Alors qu'évidemment, c'était pas le cas à la base quand ils partaient des côtes libyennes. Donc il faut les arrêter quand ils partent des côtes libyennes. C'est ça. Et nous, on fait l'inverse. Avec les satellites aujourd'hui, ça devrait pas être difficile d'arraisonner ces bateaux et de les ramener sur la côte. C'est là pas difficile du tout. Et si on finançait autant les ONG que justement Frontex pour faire un vrai travail de garde frontière et de garde-côte, déjà on aurait, je pense, moins de problèmes d'immigration clandestine de ce côté-là. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui serait véritablement légal. Non, mais on retombe devant le même problème, c'est qu'il y a toutes ces organisations dont on nous explique que ce sont des bienfaiteurs de l'humanité. 2 fois sur 3, c'est des organisations criminelles. Moi, j'ai vu ça au moment où on avait fait un documentaire. Enfin, ma femme avait financé un documentaire au moment des tremblements de terre et des tempêtes à Haïti. Il y a toutes les NGO qui se sont abattues sur Haïti, qui ont demandé des poignées. Il y a 4 milliards de dollars qui sont arrivés à Haïti dans ces NGO, le Secours catholique, la Croix-Rouge, enfin tout le monde y était, et il n'y a pas un rond qui est arrivé aux Haïtiens. Pas un rond. On avait regardé, on avait fait toutes les études, et une grosse partie de pognon est allée au Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque. Donc, vous vous dites, derrière ce soi-disant charité, il y a des business qui sentent vraiment très, 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 très mauvais. Et ils sont jamais audités, personne n'en parle jamais. Et on les présente toujours comme si c'était des Robins des Bois et des Jeanne d'Arc qui allaient au secours du pauvre et de l'orphelin. Oui. Alors que finalement, ce sont des criminels. Oui, ce sont des criminels, simplement qui se mettent derrière la morale, derrière un sens de l'humanité pour continuer d'exister et pour continuer d'être subventionnés, sans quoi ils ne pourraient pas continuer d'exister. Hein. Et je crois qu'il y a une grosse... D'ailleurs, le gouvernement français donne énormément d'argent à ces NGO, dont certaines internationales, et ensuite donne énormément d'argent pour accueillir les gens que ces NGO lui amènent. Et donc, ça crée toute une espèce de système de gens qui ne vivent et qui ne travaillent, qui ne vivent confortablement et qui travaillent assez peu pour ces NGO. Oui. Et qui sont payés par le gouvernement français. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que alors on se moque un petit peu facilement, je vois, notamment sur les réseaux sociaux. Parfois on se moque des étudiants en sociologie de gauche, etc., qui parfois passent plus de temps à militer qu'à étudier. Mais en réalité, on réalise pas à quel point il y a un vivier d'emploi justement pour ces gens-là, notamment dans les grosses associations, dans les ONG qui sont subventionnées non seulement par les États, mais parfois aussi par les régions, par des municipalités et même par l'Europe, tout simplement par l'Union européenne. On en parlait au début de l'année, je crois que c'était en septembre-octobre, justement, SOS Méditerranée était financé partiellement par la mairie de Paris à hauteur de plusieurs millions d'euros, c'est quand même pas mal, surtout dans une ville aussi endettée que la nôtre. Et justement, ces gens-là peuvent absolument avoir un emploi stable, fixe, bien rémunérés, et il y a énormément de perspectives d'emploi pour ces gens-là. Donc en fait, ils peuvent absolument ne rien faire pendant leurs études ou avoir des licences bidons, des trucs comme ça, et militer sur le côté et simplement s'en tirer comme ça, tout simplement par les subventions des uns et des autres. C'est ce que disait encore une fois Thomas Sowell. Il disait le grand problème, c'est que toutes ces aides à la pauvreté, ça génère une classe qui n'a plus comme fonction que de s'occuper de tous ces passagers et qui deviennent des passagers clandestins qui servent à rien, si ce n'est à militer pour le maintien de ces. Ouais. Donc vous avez un type qui vous file le cancer ou je sais pas quoi, et vous devez le subventionner pour qu'il le file à encore plus de gens. Et donc c'est vraiment une déviation de la charité. Ça prouve que la charité, dès qu'elle devient collective,
devient un petit peu inquiétante, parce que vous savez bien ce qui se passe, quoi. Mais d'ailleurs, à chaque fois que c'est assez intéressant, dès qu'on s'intéresse un peu justement au profil des gens qui travaillent pour ces associations-là, à chaque fois, bon, ces gens-là, généralement, ils ont des profils sur les réseaux sociaux, ils disent ce qu'ils pensent, etc. Ce sont systématiquement des militants no border qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir d'immigration clandestine, c'est-à-dire que toute immigration, même clandestine, devrait être automatiquement régularisée, donc en fait il y aurait pas d'immigration clandestine, hein, de toute manière, quelle que soit la manière d'immigrer. Ce sont tous des militants no border, ils sont tous d'extrême gauche, je veux dire, ils sortent tous des mêmes endroits, ce sont tous des bourgeois, généralement ils se détestent eux-mêmes en tant que blancs, ils se disent voilà, j'ai une sorte de mais moi de je suis péché tout à fait originel. pour le no border, mais à ce moment-là, il faut aussi aucun système social d'entraide ni rien du tout, parce que un système social d'entraide dans un pays qui fait partie d'un pays moderne, ben vous pouvez pas avoir ça si tous les pays d'à côté rentrent chez lui, quoi. Donc mais tout ça, c'est ce que disait Milton Friedman encore une fois. C'est moi je suis tout à fait pour un monde sans frontières, mais à ce moment-là, vous avez quand vous arrivez quelque part, vous avez absolument aucun droit à quoi que ce soit, quoi. Vous attendez pas à être accueilli, il y a personne qui vous et surtout on ne demande pas à l'État de s'occuper de vous, quoi. Ouais. Parce que l'État, en principe, il doit s'occuper de ceux qui le payent, pas de ceux qui l'utilisent. Mais c'est pour ça que ça m'intéresserait aussi de faire une simulation, parce que justement dans le programme politique de la France Insoumise, il prévoit justement la régularisation immédiate de tous les sans-papiers, de tous les clandestins. Donc ça veut dire que là aujourd'hui on a en France probablement entre 600 000 et 1 million de clandestins, si ce n'est même peut-être un peu plus. Donc ils voudraient tous les régulariser d'un seul coup, ce qui aussi évidemment derrière ferait un appel d'air énorme, c'est-à-dire que justement tous ces passeurs etc. ils se diraient bah au lieu de s'emmerder à aller en Italie où on sera peut-être refusé, je sais pas, ou en Grèce ou en Espagne, et ben on va tous en France directement, puisque à ce moment-là, on sait qu'on va être accueillis. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Oui, mais ça fait partie des mêmes choses, c'est-à-dire des gens qui pensent que la loi est l'ennemi. Mais quand il n'y a pas de loi, c'est toujours les plus faibles qui dérouillent le plus. Enfin, ils pensent que la loi est l'ennemi jusqu'à ce que ce soit eux qui fassent la loi. À ce moment-là, la loi devient sacrée. La loi devient sacrée, mais à ce moment-là, ils seront dans des postes de commandement, ils auront des voitures de fonction, ils auront des flics qui les garderont, donc ils souffriront pas de ce cas. Ouais. Mais en fait, ce qu'on sait très bien dans l'histoire c'est dès qu'il y a plus de loi, ben c'est toujours les plus petits, les plus déshérités qui en prennent le plus pour la tête, en fait. Ceux qui souffrent le plus de la mafia, c'est les petits Siciliens. Donc tout ça, c'est encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que on vit dans un monde magique. Ils vivent pas dans un monde réel. Et si on vit dans un monde magique, on croit à Walt Disney, quoi. Ouais, mais ils y croient très fort. Hein. Ils y croient très fort. C'est ce que disait Reagan. Il disait la différence entre la gauche et la droite, c'est que la droite croit en Dieu et la gauche croit au Père Noël. Le problème, c'est que le Père Noël n'existe pas, quoi. C'est vrai, c'est pas mal comme phrase. Alors, rien à voir, enfin quoique, mais l'article 49.3 de la Constitution française, je cite, soulève des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur, a déclaré le Conseil de l'Europe dans un avis. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, alors là, je suis un peu embêté parce que... Ils ont raison. Mais c'est ce que devrait dire le Conseil de l'Europe, ce qu'il nous dit en termes clairs, c'est ce que je ne cesse de dire depuis des années, c'est que la Constitution de la 5e est une saloperie non démocratique, qu'elle a été faite par De Gaulle avec une vue particulièrement évidente qu'il n'y avait pas d'égalité des trois pouvoirs, que l'exécutif l'emportait sur les deux autres. Dans la Constitution américaine, les trois pouvoirs sont égaux, et il n'y en a pas un qui domine l'autre. Dans la Constitution française, par exemple, le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour. Sauf un jour par semaine, je crois, je sais pas quoi. Et c'est l'exécutif qui dit, vous allez voter sur ci, sur ça. Donc, si vous n'êtes pas maître de ce dont vous avez le droit de parler, si vous êtes sujet à ce que l'exécutif dit, vous n'allez pas parler de grand-chose d'intéressant, quoi. Et quant au judiciaire, on ne va pas dire du mal des juges, mais
on n'a pas l'impression qu'ils soient d'une fermeté totale avec l'État qui les contrôle, sauf quand c'est à M. Fillon, à M. Sarkozy. Mais... Donc, oui, il est tout à fait évident qu'on n'est absolument pas une démocratie en France, c'est ce qu'ils nous disent. Oui, et c'était marrant parce que je pense que notamment notamment la droite a du mal à réagir à cette info, justement, parce que je voyais les réactions, c'était d'un côté soit ce que vous disiez, effectivement, c'est-à-dire qu'on n'est pas réellement dans une démocratie avec une bonne séparation des pouvoirs, etc. Donc l'article 49.3, il a rien à foutre dans notre constitution, et comme tout un tas d'articles d'ailleurs. Et il y avait une autre réaction qui consistait à dire, mais de quoi il se mêle, le Conseil de l'Europe, c'est notre constitution, c'est à nous, vous n'êtes pas élus, nanana, de quoi vous vous mêlez finalement? Ben, les deux sont possibles, mais il y a des tas de gens, si vous voulez... si on devait, dans une démocratie, si on devait, et s'il n'y a que ceux qui avaient quelque chose à dire qui parlaient, ça irait pas loin, hein, parce oui, que... pas faux. Donc, le Conseil de l'Europe nous dit ça. Bon, d'abord, rien ne nous empêche de dire ça. Après tout, on est dans une démocratie. Et puis c'est tout ce qu'on a à dire. Si on n'est pas content du Conseil de l'Europe, on peut sortir de l'Europe. Hein. Oui. Oui, cela dit, justement, généralement, ceux qui disent mais qui sont-ils ces gens-là, personne les a élus, etc., on leur a pas demandé, c'est aussi ceux qui n'ont pas envie forcément de sortir de l'Union européenne aussi. Oui, mais ça fait partie de ces gens, vous savez, qui pensent qu'en même temps est une proposition politique, c'est-à-dire que vous pouvez pas être à la fois dedans et dehors, vous pouvez pas, vous savez, ce qui est dans les évangiles, encore une fois, c'est que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du malin. Et j'ai vu que cet animal de Macron a décidé qu'il voulait être observateur aux BRICS. Vous savez, et les BRICS, ils ont dit qu'ils en avaient rien à foutre, ils auraient payé d'avoir des ordres. Donc, ce pauvre Macron s'imagine qu'il peut être le valet des États-Unis et ensuite aller lécher les bottes en même temps du BRICS, et que c'est ça la diplomatie. Mais on avait vu d'ailleurs sa visite en Chine, où d'un coup il était hyper content d'être en Chine, etc. Et puis en plus, où il avait emmené Madame von der Leyen, que les Chinois n'avaient pas du tout envie de voir, parce que pour les Chinois, c'est un pouvoir qui n'existe pas, l'Europe. Il n'y a que les nations. Donc, tout ça, c'est intéressant, mais ça m'ouvre une fois de plus que la plupart des Français sont des féroces partisans de l'eau sèche. Vous savez, vous rajoutez de l'eau et ça devient mouillé. Ouais. Et ils pensent qu'ils pourront avoir une chose et son contraire en même temps, ce qui est la définition même de la schizophrénie. C'est-à-dire que les Français sont atteints de maladies mentales intellectuelles dès qu'il s'agit du politique. Ils pensent comme des chaussures. Ils pensent que c'est extraordinaire de voir le niveau de pensée de gens qui se prétendent intelligents et qui prétendent qu'on peut avoir dans la tête deux idées complètement opposées sans que ça vous rende fou. Ouais, et c'est d'autant plus dingue, effectivement, quand on dit, quand les évangiles disent que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, effectivement, Macron, c'est l'inverse absolu de tout ça. C'est que votre oui soit un non et que votre non soit aussi un oui, quoi, et qu'on puisse filouter dans tous les cas. Et quand la vérité, le mensonge, et le mensonge, la vérité, etc., mais c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la fin des temps. Donc, quand on vous dit que, je sais pas, qu'un homme est une femme ou une femme un homme, ça part du même principe, c'est-à-dire que on nie la réalité. Et donc, cette façon de nier la réalité et de prétendre que mes désirs sont supérieurs à la réalité, en principe, on avait ça dans les asiles de fous, autrefois, c'est tout, quoi. Donc plutôt bon point pour une fois n'est pas coutume pour le Conseil de l'Europe qui effectivement effectivement je sais pas pourquoi ils s'expriment sur notre constitution française, mais en tout cas je pense qu'ils ont raison. Surtout je veux dire la formule n'est pas du tout exagérée, hein. Ils disent l'article 49.3 de la Constitution française soulève des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur. C'est vrai, la souveraineté du législateur elle est vraiment remise en question, la séparation des pouvoirs aussi. On voit que l'exécutif... Il faut pas oublier que l'Europe arrête pas de donner des leçons à la terre entière sur la façon dont il faut traiter les gens ou n'importe quoi partout. On donne des leçons. Pour une fois, on donne des leçons à l'intérieur de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe. Pour une fois, c'est justifié, quoi. Oui, et c'est vrai que c'est justifié. Et c'est vrai que notamment alors là c'est pas les mêmes qui s'en indignes, mais Emmanuel Macron, etc.,
tous ses copains ne disent rien, effectivement, lorsque on soulève des interrogations dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, etc., par rapport au respect de la démocratie. Effectivement, pour une fois, c'est aussi bien de se faire critiquer nous-mêmes, parce que faut savoir aussi balayer devant sa porte avant de critiquer les autres régimes. Et effectivement, parler de la liberté, qu'il n'y a pas de liberté de la presse en Hongrie, c'est possible. Mais il n'y en a pas des masses en France. C'est tout à fait possible, effectivement. Elle est limitée en France. Il n'y en a pas des masses en France. Hein. Ouais. C'est ça. C'est que parfois nos élites ont raison de critiquer tel ou tel régime. Simplement, souvent, elles ne voient pas les similitudes entre ses propres régimes qu'elles critiquent et le nôtre. Or, c'est là justement que là il y a une hémiplégie mentale, quoi. Marlène Schiappa est passée hier devant la commission du Sénat. Alors je pense que c'était douloureux pour tout le monde. C'était douloureux pour ceux qui s'occupaient de cette commission. C'était douloureux pour les Français parce que ils disaient qu'est-ce que c'est que cette ministre qui dilapide notre argent, bien que le fonds Marianne c'est pas le scandale non plus du siècle, mais bon, c'est bien d'en parler quand même, et on en avait parlé dans une émission, et c'était douloureux surtout, je pense, pour Marlène Schiappa parce que apparemment elle n'avait pas de fonction. Apparemment elle n'avait pas de fonction. Elle servait à rien. Quelles que soient les questions qu'on lui posait, c'était je ne sais pas, je ne suis pas compétente. Bon, ça je veux bien la croire éventuellement. C'était pas du ressort de mon ministère, j'étais pas au courant. Alors j'étais pas au courant des montants, j'étais pas au courant des associations, j'étais pas au courant de ce que faisaient les associations, etc. Apparemment, elle était au courant de rien et elle n'est responsable de rien. Donc c'était quand même curieux. Je me dis, est-ce que finalement Marlène Schiappa, tout ce temps-là, elle n'a pas eu un emploi fictif, quoi? Parce que franchement, je me demandais ce qu'elle faisait. Dans ce cas-là, il faut mettre Macron en prison pour création d'emplois fictifs, non? Oui, éventuellement, ouais. C'est ce qu'on avait fait à Juppé, plus ou moins. Remarquez qu'on aurait même fait de l'y mettre en prison, mais on l'a pas. Il avait pris 10 ans au départ, puis ensuite d'inéligibilité, puis ensuite ça a fait rabaisser à 1 an. Non, mais tout ça, si vous voulez, ça fait partie de la grande habitude de de ce qui se passe. C'est quand on réfléchit, dans le fond. Bon, vous avez du boulot en France, allez, pour les ministères régaliens, mettons pour la Sécu et pour l'éducation. Et puis tous les autres ministres, c'est des machins qui servent à rien, quoi. Enfin, qui sont des... Donc, il me semble que dans une organisation du travail normale, il faudrait qu'il y ait un conseil des ministres une fois par mois ou je sais pas quoi, avec le président de la République qui serait là. Et puis les 4 ou 5 ministres qui ont vraiment des fonctions importantes et qui rendent compte au président, y compris le premier. Et puis ensuite, si c'est le sous-secrétaire d'État aux cantines scolaires, c'est le Premier ministre qui s'en occupe là-bas à Matignon, de l'autre côté de la Seine. Et puis c'est tout, quoi. Mais on est arrivé à une espèce d'inflation de titres, de ministères, etc. Je vous donne un exemple, mais c'est pas qu'en France. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, il y a eu 7 généraux à 4 étoiles, qui étaient l'équivalent de nos maréchaux, quoi. Bon, c'était Eisenhower, Patton, il y avait 7 en tout. Il y avait 12 millions d'hommes sous les armes, 7 généraux. Aujourd'hui, ils sont 1,2 million, et il y a 200 généraux à 4 étoiles, quoi. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose comme 45 amiraux en Grande-Bretagne et il doit y avoir 3 bateaux, quoi. Ouais. Alors qu'autrefois, ils avaient 250 bateaux et 2 amiraux, quoi. Ouais. Donc, vous voyez toute cette espèce d'inflation de titres, de machins qui servent à rien et tout. Donc, la première des choses, ce serait de dire, bon, je sais pas, au ministère de l'Intérieur, vous occupez de l'ordre, ça va sans dire, mais vous allez vous occuper aussi... de l'immigration, vous voyez, il faudrait recouvrer ça, et puis que ce soit traité à l'intérieur d'un endroit qui a des mêmes ministères de la Santé. Et là, on a créé des tas de sous-trucs, de machins, tous ils ont droit à des voitures fonction avec des gyrophares et à bloquer le trafic à Paris, mais ils servent à rien. Ouais. Et on ne sait pas qui c'est. Moi, je réfléchissais il y a quelques semaines avec Emmanuel, on cherchait quel était le nom du ministre des Affaires étrangères. On était là, on se grattait la tête. Ne pas se souvenir du ministère
Si vous voulez, c'est un des postes les plus importants en France, le ministre des Affaires étrangères. Il n'y a rien de plus important. C'est Jean-Yves Le Drian, non? Non. Non, c'est plus Jean-Yves Le Drian. Alors, je vois pas qui c'est. Ben, voyez, vous savez pas, aujourd'hui, vous savez pas le nom du ministre des Affaires étrangères françaises. Merde, alors. Eh ben, c'était une madame, je crois que une madame Colonna ou un truc comme ça. Ah oui, il y a madame Colonna. Ah oui, d'accord, Oui, ok. non, Ouais, alors là, c'était loin. Hein. Ben oui, mais Ouais. c'est quand même extraordinaire qu'on ne connaisse pas le nom. Autrefois, tous les enfants des écoles connaissaient le nom du président, du Premier ministre, et puis du ministre de l'Éducation, du ministre... C'est vrai. le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, c'était quand même le ministre des Armées, Ouais. c'était... C'est vrai, même moi, quand j'étais gamin, jusqu'à François Hollande, à peu près, je connaissais pas mal les... On connaissait les noms des ministres, Ouais, des au moins, ministres ouais, régaliens, on les connaissait tous. Ah, hein. les 3-4 premiers, au moins, Voilà, on c'est les ça. connaissait. Maintenant, on ne connaît plus rien. Ouais, on connaissait au moins, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires Défense. étrangères et ministère de l'Éducation nationale, au minimum. Oui. Et là, rien. Ouais, Donc, c'est- alors, quand vous voyez une espèce de sous-ministre complètement nul comme Mme Schiappa qui a dilapidé de l'argent public et vient de justifier d'avoir une commission et qui dit « je sais rien », moi, j'ai presque tendance à penser que, bah oui, en effet, elle sait rien parce qu'il n'y a rien à savoir. Oui. Elle a rien à foutre de toute la journée, quoi. Ouais, je suis d'accord. Elle doit jouer au ping-pong dans le sous-sol, quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ça m'étonne pas, quoi. Non, moi non plus. Moi, je mais veux pas. Marlène Schiappa, oui, c'est une grande communicante. Elle est là depuis 2017 justement pour ça. Elle fait énormément de tweets, elle fait énormément de plateaux télé. Mais derrière, je ne sais pas concrètement ce qu'elle a fait, quoi. Elle a rien C'est fait. vraiment. Elle a rien fait, c'est comme... Ils sont tous pareils, c'est comme ça... Comment elle s'appelait, celle qui avait été ministre de la Santé, là, Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, mais avant, non, mais celle qui était une petite grosse... Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, ouais. Elle a été ministre depuis des années, j'ai jamais su, à part commander des trucs qui n'ont pas été utilisés. Alors oui, alors il me semble qu'elle a été ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy et ensuite elle a été ministre de la Culture sous Emmanuel Macron jusqu'à récemment. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert à subventionner des associations bizarres. Ça sert à faire la fête de la musique, qui est probablement la fête que je déteste le plus de tout notre calendrier. Ça m'empêche de dormir. Oui. Et ça m'empêche de dormir. Il y a que des punks à chiens qui font de la musique bizarre. Enfin, j'exagère. Il y en a qui font de la bonne musique. Mais bon, c'est Non, mais de toute façon, il y a toute une série de ministères. On se dit, mais à quoi ça sert? Ouais. Oui, et d'ailleurs, on pense justement leur rendre service aux ces ministres en disant ah bah voilà, je vais créer un nouveau portefeuille juste pour toi et tout. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, généralement, c'est ministres qui tiennent à peine 1 an et demi et après qui se barrent en disant bah j'ai pas pu faire grand chose quoi. C'est-à-dire que même s'ils avaient envie de faire, ils auraient été Monsieur le Ministre. On continuera à les appeler Monsieur le Ministre jusqu'à leur tombe. Quoi, ouais, c'est ça. Et puis il y aura aussi la petite retraite de ministre qui va avec, qui est sympa. Et puis quand je sais pas si les ministres ont des retraites. je crois pas. Faudrait que je vérifie. Peut-être que j'ai une bêtise. Ouais. Oui, je crois pas que les ministres aient des retraites. Je me trompe peut-être. Le Premier ministre, oui, je crois. Mais les ministres, je sais pas. Je crois pas. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Mais après, c'est aussi très facile, en général, ce sera peut-être moins le cas au futur, mais quand on est un ex-ministre derrière on se place ici ou là dans des conseils d'administration, des choses comme ça. On est dans des conseils d'administration, ou pareil dans des ONG, des trucs comme ça. Si vous avez été un ancien ministre, par exemple, justement de l'écologie, bah, vous pouvez totalement être derrière un grand parrain d'une ONG, justement, vous pouvez être parrain de Greenpeace ou je sais pas quoi, et vous pouvez être... Greenpeace, j'aimerais bien que leur compte soit audité, cela. Ah oui, bah, y a pas mal de comptes à auditer quand même. Hein. Ça fait un paquet. Il faudrait faire une enquête géante. Je vous dis, il y a beaucoup d'argent qui part des États non audités vers des trucs qui sont non audités, qui arrivent dans des trucs qui sont encore non audités, et on finit par se demander si ça fait pas beaucoup d'argent, tout ça. Et c'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Très, très franchement, je me disais l'autre jour, si on avait des États, justement, au niveau de l'Occident qui étaient beaucoup plus conservateurs, mais qui distribuait autant de subventions à plein d'associations justement très conservatrices, je me dirais j'aurais quand même du mal à motiver ça de manière morale et logique en disant non, on ne mérite pas d'avoir autant de subventions, c'est pas normal, c'est pas normal. Et même si c'était pour mes opinions politiques, j'aurais franchement du mal à le justifier, quoi. Donc, c'est ce que je dis toujours. Eux, ils ont aucune gêne. Aucune gêne. Non, mais ça peut être très difficile
d'acheter un homme de droite. Ouais. Parce que... Enfin, bon... de droite de vrai, un homme qui a de l'honneur. Alors que la gauche, à mon avis, c'est beaucoup plus facile. À mon avis, le prix de l'homme de gauche est moins cher que le prix de l'homme de droite. Oui, oui, je pense que sur le marché, effectivement, sur le marché, s'il y avait une cotation... Ouais. Mais je me trompe peut-être, mais j'ai pas fait de travaux là-dessus. Ouais. Après, oui, tout dépend aussi de la définition de l'homme de droite. Mais c'est vrai que dans une idée finalement assez logique, un homme de droite, c'est aussi un homme droit. Et donc, justement, un homme droit, c'est beaucoup plus cher qu'un homme... Et un homme gauche, c'est quand même un gars qui se prend les pieds dans le tapis, quoi. Ouais. Non, mais oui, un homme de gauche, on lui propose des ministères, en général, il vient. Ouais. L'homme de droite, c'est un peu plus parfois, compliqué. Il arrive qu'un homme de droite ait de l'honneur, oui. Oui, ça arrive de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que... De plus en plus rarement. De plus en plus rarement, et c'est vrai que l'histoire de l'UMP, LR, etc., n'a pas forcément aidé là-dedans. Mais c'était pas des hommes de droite, c'était les hommes du centre, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai, on peut mettre ça dans un grand centre, c'est pas faux. Mais ils se disaient eux-mêmes de droite, mais bon, ils ne savaient pas grand-chose, quoi. Non. Autre sujet, la France voudrait accueillir une usine Tesla. Et alors, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas le domaine immobilier, il n'y a pas les terrains pour qu'ils puissent s'installer. Alors, peut-être. Non, mais j'en ai parlé, je le sais. Ouais. Le principal truc, c'est que je crois qu'il faut à peu près 1 km sur 1 km pour une usine Tesla, etc. Et on n'a pas ça. Et on n'a pas ce domaine. Il n'y a pas une commune, parce que tout le territoire des communes a été plus ou moins préempté par l'État pour faire ceci, pour faire cela, des logements sociaux. Donc, il n'y a pas une commune qui est 1 km sur 1 km à donner à Tesla, quoi. Parce que j'ai vu qu'on était en concurrence, notamment avec l'Espagne, là-dessus. Bon, j'imagine que quelque part, au milieu des hauts plateaux espagnols, il doit y en avoir des trucs d'1 km sur 1 km qui sont vides. Hein. C'est un pays vide, l'Espagne, si vous voulez, à part un peu sur les côtes, et puis il n'y a rien, quoi. En Espagne, il n'y a rien, puis c'est pas... Parce que la France est un pays riche. Il y a 65% des terres qui sont cultivables en France, qui est inouï, c'est le niveau le plus élevé du monde, je crois. Et donc vous vous retrouvez, il n'y a pas un endroit où, paraît-il, où vous puissiez mettre 100 mètres sur 100 mètres. D'accord. Ils ne trouvent pas. Ouais. Bah, du coup, ça va peut-être être compliqué pour nous. Mais ils auraient pu trouver, à mon avis, ils devraient pouvoir ça trouver dans des espèces d'endroits industriels où il y avait autrefois des usines et tout, mais je sais pas. Ouais. Mais il y a tellement aussi d'interdictions en France de mettre des trucs qui pourraient faire des saloperies dans le sous-sol ou tuer le crapaud à 2 pattes et une jambe, vous savez, parce que c'est une espèce protégée et tout, qu'il y a aussi ça, c'est que ça marche pas. Donc oui, la France voudrait accueillir une usine Tesla, l'Espagne aussi, apparemment, donc ça va être compliqué. Et je me dis c'est intéressant quand même parce que Musk il a Tesla, Musk il a aussi Twitter, et avec Twitter il risque peut-être d'avoir des problèmes avec l'Union européenne. Thierry Breton se fait un grand plaisir justement de pas d'insulter, mais on va dire de menacer Twitter, potentiellement même de fermeture au niveau européen. Je me dis bon, quand même ça commence de moins en moins à ressembler à une démocratie, tout ça. Et justement, je me dis, Tesla, l'implantation de ces usines en Europe, ça peut être un bon contre-pouvoir à ça, justement, c'est à dire, vous n'aurez pas d'usine si vous me laissez pas faire mon réseau social comme je veux, quoi. Je crois pas, parce que c'est pas la façon de procéder de Elon Musk. Lui, si vous voulez, il passe en force, parce que... Donc, je crois pas qu'il a intérêt à lier les deux affaires, parce que ce serait de mettre au niveau de Breton, qui est un esprit assez limité. Donc, si on veut lui interdire Twitter, eh bien, il ira devant les cours de justice. Et Breton se fera débouter, quoi. Ouais. Breton a pris l'habitude à la Commission européenne de penser qu'il était à la fois le législateur, l'exécutant, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, mais à partir du moment où on touche à la liberté d'expression, j'imagine qu'un truc comme la Cour européenne des droits de l'homme peut se saisir du truc. Et comme c'est dans un désir évident de contrôler l'information que Breton veut faire ça, je crois que Twitter comme je veux dire, Musk a un boulevard devant lui, quoi. Ouais. Et Breton, il serait temps qu'il prenne sa retraite, je crois. Ça fait un petit moment qu'il sévit dans ces milieux-là, il n'a jamais rien fait. Ouais, et j'ai jamais vu une seule de ses prises de parole qui pouvait être assimilée à des propos pertinents. Non. Mais non, il a des éléments de langage, lui. Oui. Mais je crois il a fait une agrégation de lettres ou quelque chose comme ça.
C'est un littéraire, donc... C'est dommage parce que... Mais c'est des littéraires qui ont appris à ne rien dire. Ouais, c'est dommage, ça se voit pas que c'est un littéraire. Parce que franchement, à chaque fois, toutes ces prises de parole, j'ai l'impression c'est pour interdire un truc au niveau européen. Mais ils pensent que c'est ça, le gouvernement. Et c'est comme Madame Hidalgo, là, à Paris, qui pense que le but du maire de Paris, c'est d'empêcher les voitures de rouler en mettant des obstacles devant eux, quoi. J'ai encore traversé Paris hier, mais c'est extraordinaire. Vous avez des endroits partout qui sont bloqués par des travaux, et il n'y a jamais quelqu'un qui travaille dans ces endroits-là. Il n'y a jamais personne. La rue est bloquée aux 2/3, et il n'y a jamais un gars qui bosse. Oui, mais c'est ce que je constate très souvent, c'est que je suis pas contre le fait de faire des travaux. Il y a peut-être des travaux qui sont nécessaires, mais le truc c'est qu'à chaque fois je vois personne qui bosse. Du coup les travaux durent des plombes et des plombes. Mais c'est régulièrement. Il y en a à côté là, pas très loin de chez moi là, quand vous êtes sur le quai Kennedy, là, vous allez au quai de New York, et vous passez comme ça. Ils ont fermé. Il y a plus qu'une voie ou une voie et demie qui reste en dessous du pont aérien là. Ça doit faire 5 ans que c'est là, et il s'est jamais rien passé. Ouais. Donc ils ont bloqué 2 ou 3 voies, et il s'est rien passé depuis 5 ans. Vous dites, mais qui a mis ces barrières, quoi, et pourquoi? Oui, je vois exactement de quoi vous parlez, ouais. C'est bloqué, voilà. Oui, c'est bloqué, il n'y a jamais personne qui bosse. Non, effectivement, oui, on devrait avoir des ouvriers tout le temps, et donc ça devrait être fait en 3 semaines. Je vous raconte une histoire parce qu'elle est vraie, c'est qu'il y avait un pont qui traversait Pékin, vous savez, et qui s'était écroulé, donc il fallait le refaire. Le pont, le tablier du pont qui était tombé, ça avait été un gros problème. Et vous savez combien de temps ils ont mis pour le refaire, les Chinois qui ont travaillé? Je dirais 3 semaines. Une journée. Pas mal. En une journée, c'est réparé, ça remarchait. Pas mal. Ouais, les Japonais dans le même domaine, ils sont très forts aussi pour refaire des autoroutes. Et puis ils sont fiers. Ouais. Donc tout ça, je me dis, mais ça fait... C'est vrai que oui, moi je suis pas, encore une fois... C'est crasseux. Ouais, c'est très crasseux, oui, c'est sale, c'est mal entretenu, il y a de la poussière partout, etc. Très souvent, je me dis, bon, les travaux, je suis pas contre, il y a sûrement des cas où c'est nécessaire, mais j'aimerais bien qu'on le fasse comme les Japonais et comme les Chinois, quoi. Alors, c'est l'histoire des gars qui arrivent et qui téléphonent au patron et qui disent, patron, on est 4 ouvriers là pour le chantier, et on n'a que 3 pelles, alors qu'est-ce qu'on fait? Et alors le patron qui répond, vous avez qu'à dire à Paul de s'appuyer sur la voiture. C'est... D'accord. Excusez-moi, vous avez remarqué, les gars dans les travaux, ils sont toujours appuyés sur leur pelle. Ouais. c'est pas mal. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Oui, on a fait le tour. Donc, comme d'habitude, je remercie chacun pour son attention. Je rappelle que ces émissions sont disponibles en podcast sur Deezer, sur Spotify. Nous sommes aussi sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. On est partout. On est absolument partout. On est évidemment sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'Opinion. Merci beaucoup.